Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12h à la maison des hôtes Kerougan de Medina Baye. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la Radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 8 août 2026. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Gamou international de Medina Baye à moins de 3 semaines du Mauloud. La mairie de Kaolack s'active pour un événement exceptionnel. Une mission de coordination a été conduite par le secrétaire général de la mairie que vous entendrez dès le début de ce journal. Campagne agricole, le président de la coopérative de Latmingué se montre optimiste. Si la pluviométrie est favorable, nous enregistrons des récoltes records dans toutes les spéculations, nous dit Andel Kitane. Nous nous rendrons à Latmingué. Au Sénégal, le débat sur la transhumance politique s'invite à nouveau sur la scène politique à Kolda. Le PASTEF apporte son soutien à la proposition de loi, tandis que Kiraï plaide pour un examen approfondi du texte. Nous nous rendrons dans la capitale du Fouladou. Sur l'international, le Liban et l'Israël concluent à Rome le 7e cycle de négociations. Les discussions ont porté sur les questions militaires, politiques et juridiques. Sport, la page sportive mettra un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Siraj Libas Mbaye assure les opérations techniques à l'approche du Gamou international de Medina Baye édition 2026. La municipalité de Kaolack intensifie ses efforts pour garantir la réussite de cet événement spirituel majeur. Le secrétaire général de la mairie de Kaolack, Mbaye Ababakar Ngom, a conduit une mission de coordination à Kerougan. Nous l'écoutons. Nous sommes venus au nom de M. le maire Serigne Mboup à une rencontre avec le Jamiatou Ansaroudine en prélude de la préparation du Gamou Medina Baye, qui est un Gamou international. Nous, au niveau de la mairie de Kaolack, nous avons la chance que le Gamou Medina Baye, c'est dans la commune de Kaolack. Nous nous glorifions de ça. Et avant tout cela, nous remercions le Khalif général de Medina Baye, Cheikh Maï Ibrahim Niass, de la collaboration, mais aussi nous sollicitons ses prières pour la réussite, encore une fois, de cet événement international. Vous savez, depuis que M. le maire Serigne Mboup a été installé dans la commune de Kaolack, nous faisons des travaux en prélude du Gamou. Mais depuis 2 ans, nous sommes en collaboration avec Jamiatou Ansaroudine pour l'organisation et nous avons vu que ça a facilité beaucoup de choses et nous avons des réussites que nous n'attendions même pas. Donc nous félicitons le Jamiatou vraiment de cette collaboration et l'ouverture d'esprit qu'ils ont eu envers la mairie. Donc aujourd'hui nous sommes venus, c'est vrai que depuis 3 mois nous sommes en train de travailler à Medina Baye dans l'éclairage public, dans le remblaiement des travaux aussi de terrassement et le reboisement, mais nous sommes dans la phase terminale de préparation du Gamou Medina Baye. Les 3 prochaines semaines jusqu'à Gamouat, l'équipe municipale dans sa globalité, en tout cas l'équipe technique municipale sera installée ici et tous les jours nous avons un seul point de direction, c'est à Medina Baye, parce que l'objectif c'est la réussite du Gamou. Il y a la réussite spirituelle, ça on laisse ça avec le Khalif et ses disciples, mais la réussite technique et l'organisationnelle, nous sommes en collaboration avec Jamiatou Ansaroudine et le démembrement de Comaf qui gère l'organisation pour pouvoir réussir en tout cas l'organisation, la circulation et la sécurité. Lors de cette mission de coordination, le secrétaire général de la mairie Mbaye Ababakar Ngom a rassuré aux membres de la Jamiatou Ansaroudine sur l'engagement de la municipalité à soutenir les préparatifs s'étendant jusqu'à une semaine après l'événement. Réécoutons-le. Nous lançons un appel vraiment concernant l'organisation. Les équipes municipales vont se déplacer pendant 3 semaines installées ici au niveau de Medina Baye. Donc nous attendons de la population vraiment une collaboration, une indulgence et une ouverture d'esprit. La même chose, je demande aussi aux agents de la mairie quand ils se déplacent dans les quartiers, c'est de passer par les responsables qui sont dans les quartiers pour qu'on ait une réussite totale dans ce Gamou de 2026. Aujourd'hui, je suis venu avec le service technique et ses démembrements, mais aussi le service de sécurité municipale et les responsables des équipements marchands. Parce que vous savez que cette année, dans la convention que nous avons signée, nous avons tout laissé à la Jamiatou Ansaroudine, que ce soit l'organisation, mais aussi l'organisation de la foire internationale de Medina Baye. D'habitude, nous donnons ça à des spécialistes qui peuvent être venus de un peu partout du Sénégal, mais comme la Jamiatou est là, nous avons laissé l'organisation à Jamiatou, mais nous restons dans l'organisation parce que nous avons l'expérience
d'expérience, nous avons l'habitude de le faire. Et vraiment, encore une fois, nous remercions cette collaboration et demandons des prières du Khalif que nous ayons une réussite totale sur cette gamou et que les années à venir aussi soient meilleures. Aujourd'hui, nous sommes venus juste pour mettre en collaboration les équipes techniques de Ansaroudine, mais aussi les équipes techniques de la mairie, parce que nous n'avons plus de temps, qu'ils travaillent ensemble directement sur le terrain. Sachant que nous avons commencé le travail dès le début, mais comme on a constaté que l'année dernière, on a réussi, même s'il y avait des manquements, cette année, nous souhaitons que ces manquements soient vraiment rectifiés, améliorés, pour qu'on ait une réussite totale sur le Gamou Medina Baye de 2026. Vous venez d'entendre la réaction du secrétaire général de la mairie de Kaolack, Mbaye Babacar Ngom, qui a conduit une mission de coordination à la maison des hôtes Kerougan de Medina Baye. Selon le chef de cabinet du président national de la Jamiatou Ansaroudine, Elhadji Barham Thiam, les 13 points d'intervention nécessaires à l'organisation ont été abordés avec 11 déjà validés par le maire Serigne Bouba. Ces gens-là étaient venus pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et ce qu'ils doivent faire, on avait adressé une correspondance à la mairie en 13 points et presque tous les points ont été acceptés, sauf 2 points dont le maire avait dit qu'il va s'en tenir avec l'État pour voir comment on va régler ça. C'était le problème d'assainissement et le problème de vidage. À part ça, tout ce que nous avions mis sur la feuille ou sur le cahier de sollicitation a été respecté. Je veux dire, les remblais, l'éclairage, la fourniture en eau, la fourniture en électricité, tout cela a été étudié à fond. Et ce qu'ils voulaient avoir aujourd'hui, c'était la copulation, la création de couples ou le couplage entre Jamiatou Ansaroudine et mairie. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un certain Makodou Thiam qui s'est chargé du remblai, quel sera son interlocuteur au niveau de Ansaroudine pour lui montrer les riz à rembler? C'était ça l'objectif de la réunion. Malheureusement, on a fait ça dans la précipitation, mais les gens ont compris qu'en regardant le cahier de sollicitation, accompagné de quelqu'un qui connaît les lieux, ils pourront identifier les problèmes et les régler. C'était l'essentiel de la réunion. Il s'en est aussi greffé une petite réunion sur le reboisement avec Ali Aïda, qui était de passage et qui doit voir le grand marabout pour lui demander les zones à reboiser et les zones à aménager en pépinière. On en a parlé parce qu'à Kaolack, surtout à Médina, dans la zone Est, vraiment c'est l'opacité. Et ils ont promis quand même de passer avec le chargé de l'électricité qui n'était pas dans la région, puisque c'était vraiment à l'improviste. Mais dans le cahier, il sait c'est où. Mais en réalité, il faut quelqu'un qui doit lui montrer. Et on a demandé au président de la Jamiatou Ansaroudine départementale de faire le couplage avec les présidents de commission intéressés par l'électricité qui doivent rejoindre la mairie pour voir ce que la mairie peut faire. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Sur la radio de la présence, si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 8 août 2026, l'info se poursuit sur la référence. Les producteurs agricoles du Saloum se félicitent des retombées de la tournée du ministre et les points de distribution de semences et d'intrants. Le président de la coopérative de Latmengue s'est entretenu avec Aline Badara Diop. Suivons ce reportage. La campagne agricole qui vient de s'achever dans le département de Kaolack est jugée globalement satisfaisante par les acteurs du secteur. Selon Andel Kitane, président de la coopérative agricole de Latmengue, les résultats obtenus cette année témoignent d'une véritable réussite pour les producteurs. Oui, par rapport à la situation agricole, nous avons dans le département. Donc, ce qu'on a pu noter, c'est qu'on n'a pas entendu cette année beaucoup de bruit en quoi par rapport à la qualité des semences. Et souvent on entendait nous n'avons pas reçu de bonnes semences, nous avons reçu des semences mélangées par les déchets et du sable. Donc cette année, je pense que pour l'instant en tout cas, on n'a pas entendu ça et nous sommes au mois d'août. Au-delà des cultures traditionnelles comme l'arachide et le mil, de nouvelles variétés ont également fait leur apparition dans les champs du département. Une diversification qui pourrait constituer un véritable ouf de soulagement pour les agriculteurs du bassin arachidier, confrontés depuis plusieurs années à de nombreux défis liés à la production et à la commercialisation. Donc nous pouvons noter aussi la diversité des différentes cultures qu'on a commencé à faire dans le Saloum, qu'on appelait autrefois le bassin arachidier. On a constaté maintenant que le mil hybride est là, le maïs est là, mais aussi le riz aussi, on est en train de cultiver en tout cas au niveau du département et de la région. Ça aussi c'est des avancées. Voilà, on peut aussi signaler qu'il y a un tout petit peu quand même dans certaines localités un retard de pluie, ce qui a été annoncé par ANACIM. Donc voilà, en tout cas nous sommes au mois d'août et les semis sont bien portants pour l'instant.
Donc nous devons prier pour que tout se passe bien, alhamdulillah. Cette campagne intervient également dans un contexte marqué par la volonté des autorités de renforcer la production agricole et de promouvoir la souveraineté alimentaire. La récente visite du ministre de l'Agriculture, Dr Cheikh Omar Ba, dans le département de Kaolack a d'ailleurs été fortement appréciée par les acteurs du secteur. Cette descente sur le terrain a permis au ministre de s'enquérir directement de la situation des producteurs et des réalités auxquelles ils sont confrontés. Alioune Badara Diop Andel Kitane affirme que les préoccupations des organisations paysannes ont été prises en compte, convaincu que ces appuis renforcent la campagne agricole. Andel Kitane se montre optimiste. Il est interrogé par Alioune Badara Diop. L'autre aspect, c'est les engrais, les différents types d'engrais qui sont venus sur les différentes commissions communales, mais qui sont venus aussi au niveau des coopératives. Donc voilà, on peut noter que ça va en bon train et que, en tout cas, on prie, on touche du bois que si on a une très bonne pluviométrique, je pense qu'on peut avoir des productions records. Tout en remerciant aussi le ministre de l'Agriculture. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à la tournée qu'il a effectuée au niveau de la région, automatiquement après la tournée, nous avons vu du pragmatisme, en tout cas, de l'efficacité et beaucoup d'innovation, parce que après avoir parlé avec les différents acteurs, après avoir reçu les différents acteurs, partagé avec eux, nous avons constaté que les organisations paysannes, qui soient les coopératives et autres, ont reçu des quotas d'engrais et semences subventionnés, ce qui est très bien. Nous avons entendu, en tout cas dans certaines commissions, que les engrais et les urées et les intrants d'une manière générale ont été augmentés, en tout cas les quotas alloués aux différentes commissions communales, qui est une très bonne chose, qui était aussi d'un de nos doléances quand il était là. En tout cas, nous saluons ça, c'est une très bonne début et vraiment, on constate que le ministre là aussi est à l'écoute du monde paysan et à l'écoute des organisations paysannes, mais à l'écoute aussi des directeurs régionaux, départementaux, les services techniques et autres. Et je pense que, en somme, nous tous, nous pouvons vraiment aller à la souveraineté alimentaire. Inch'Allah. L'année 2026 consacre le basculement officiel du Sénégal dans le cadre des nations exportatrices d'hydrocarbures et selon l'économiste expert financier Guy Silva Cham, de 2000 à 2020, l'investissement de dette étrangère n'a jamais dépassé 3%. Voici ses propos. Il faut comprendre que cette baisse est une première, c'est entre 2023 et 2024 uniquement. Et ça s'explique en grande partie par la réalisation des investissements sur l'hydrocarbure, sur les mines et les télécoms. Parce que tout simplement, dans ces secteurs-là qui ont porté fortement l'investissement direct étranger pendant 5 ans, ils sont arrivés à achèvement. Aujourd'hui, on est dans la phase exploitation. Donc, il n'y a plus d'investissement lourd à faire. L'autre élément à tenir en compte, c'est que l'investissement direct étranger, il faut le comprendre comme ceci. C'est une prise au Sénégal pour exploiter le pétrole, le gaz et autres. Les prises de participation ont été intégralement libérées. Donc, il n'y a plus besoin de nouveaux investissements. Voilà un peu ce qui explique cette baisse sur cette année. Mais il faut retenir que de 2000 à 2020, l'investissement direct étranger n'a jamais dépassé 3%. Et on n'en est pas encore à ce niveau. Là, cette baisse-là, on est à 9% du PIB du Sénégal. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il ne faut pas le comprendre en flux, il faut le comprendre en pourcentage. Aujourd'hui, on est toujours largement au-dessus de la moyenne de 2000 à 2020. Et c'est uniquement une baisse sur une année entre 2023 et 2024. Mais jusqu'à 2023, l'investissement direct étranger était encore à hausse au-delà de 11% du PIB. Là, on vient de descendre de 2% du PIB. Donc, il faut le comprendre comme ça. Et selon toujours Guy Silva Cham, aujourd'hui, le politique détermine l'économie. Pour l'économiste, une bonne lisibilité politique permettra aux investisseurs de faire leur métier. Réécoutons-le. L'investissement sur le pétrole, sur le gaz et sur les mines, c'est arrivé dans une phase où il n'y a plus besoin d'investissement, on est dans l'exploitation. Donc, ça va continuer à baisser et ça doit revenir au niveau normal. Le niveau normal, c'est entre 4 et 5% du PIB. Il faut attendre encore que ça baisse, sauf s'il y a de nouvelles découvertes, sauf s'il y a de nouveaux secteurs qui sont lancés par le Sénégal et qui apporteront un investissement direct étranger. Mais normalement, la moyenne devrait être autour de 5 à 6% du PIB et là, on est toujours largement au-dessus de la moyenne. Donc, il n'y a pas de raison de s'alarmer. L'investissement sur le pétrole et le gaz est fini. Maintenant, là, c'est la phase consommation. Le seul problème à retenir, c'est que le politique détermine l'économie. Aujourd'hui, qu'on le dise ou non, il y a un sérieux doute. Il y a une légère instabilité politique qui fait qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va faire. Donc aujourd'hui, on a un législatif qui est à part, on a avec un exécutif qui est de l'autre côté. Donc ça met le doute pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient étrangers. Maintenant, il faut qu'on puisse avoir une meilleure lisibilité politique afin de permettre aux investisseurs de faire leur métier. La criminalité en ligne ne relève plus de bons
monde isolé, mais d'un réseau structuré et armé entre pillage financier, attaque, réseau d'escroquerie, arnaque. Suivons ce micro-trottoir réalisé à Saint-Louis par notre correspondant Bara Diop. Je pense que le phénomène des arnaques aujourd'hui devient de plus en plus fréquent dans nos sociétés et je pense qu'il faudra que l'État puisse anticiper dans cette affaire aujourd'hui à travers la cybercriminalité. Je pense que l'État doit peut-être renforcer les moyens de la cybercriminalité pour pouvoir traquer ce genre de pratiques qui deviennent de plus en plus fréquents dans la société et les citoyens ne savent plus à quel s'ouvrir parce qu'ils sont tout le temps victimes de ces genres d'arnaques alors que si rien encore n'est fait, et le phénomène risque de prendre de l'ampleur. Alors moi, heureusement, je n'ai jamais été victime d'arnaque en ligne, mais j'ai une cousine qui récemment a été victime puisqu'on l'a appelée pour lui dire qu'elle avait gagné une machine à laver lors d'un jeu. Seulement elle n'a jamais joué à ce jeu, mais on lui dit qu'elle a gagné une machine à laver et que pour acquérir cette machine-là, elle devait verser les frais de transport et on lui a dit que les frais s'élevaient à 20 000 francs. On lui a donné un numéro et on lui a demandé de verser les frais de transport, 20 000 francs, et comme ça, elle pourra recevoir la machine. Elle a versé l'argent, mais jusque-là, elle n'a pas reçu de machine et elle n'a pas finalement pu joindre la personne qui l'a appelée puisque la personne l'a automatiquement bloquée après avoir reçu le transfert d'argent. Je trouve qu'il faudra véritablement venir en aide au secours à la société, aux Sénégalais surtout, qui aujourd'hui sont victimes de ce phénomène-là. Et je pense que l'État doit trouver des moyens pour renforcer les moyens de contrôle, les moyens de traque. En atteste aujourd'hui, je vois même aujourd'hui ces histoires de hackers qui existent et qui touchent même au cœur de l'État aujourd'hui. C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Je pense qu'il va falloir que l'État puisse prendre des mécanismes ou bien des mesures par rapport à ces trucs-là. Il faut renforcer la formation des services de l'État qui aujourd'hui interviennent dans ce secteur pour effectivement peut-être protéger la population. Donc ce genre de cas qu'on voit souvent encore et encore des personnes qui sont victimes d'arnaques en ligne, malgré la sensibilisation, ça ne faiblit pas, ça continue encore. Peut-être ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'accentuer la sensibilisation, mais aussi ces entreprises-là de transfert d'argent et ces entreprises-là, par exemple, de télécommunication, peut-être essayer, avec l'aide du gouvernement, d'installer des mécanismes qui vont permettre un peu de protéger les populations de ces arnaqueurs-là. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Débat sur la transhumance pour Sassoum Leye. Une réforme contribuerait à renforcer l'éthique, la transparence et le respect du choix des électeurs dans la gouvernance des collectivités territoriales. Nous l'écoutons au micro de Papa Kadjili Badji. Je pense que le landerneau politique doit être assaini. La morale doit occuper une bonne place, surtout quand nous aspirons à diriger un pays ou une collectivité locale. La collectivité locale est tellement importante que ça ne doit pas tomber entre les mains de qui que ce soit. Il y a tellement de prébendiers qui rôdent autour des collectivités locales qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de prendre les collectivités locales, détourner le vote de leurs concitoyens et ensuite aller vendre leur collectivité locale à un groupe politique. Et ça, je pense qu'on doit bannir. Aujourd'hui, si nous pensons que c'est pas trop explicite et que le député Amadouba a décidé de porter à travers le groupe parlementaire Pastef les Patriotes, de porter de façon explicite et que la loi soit votée à l'Assemblée, nous ferons qu'applaudir et au moins ça va régler des questions de paiement une fois pour toutes et ça va assainir non seulement mais aussi ça va mettre la morale au centre de nos activités politiques et de nos décisions politiques. Ça, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que cette loi doit être élargie même aux élus locaux, même le conseil municipal qui décide de quitter désormais sa liste, je pense, naturellement, devrait être frappé parce que c'est un détournement. C'est de la prébande. C'est-à-dire que les gens ne font plus de la politique par conviction, mais ils le font en guise de monnayer leur position ou bien leur manteau. Si toutefois le maire gagne sa fonction, et je rappelle encore, la loi là est impersonnelle. Ça ne vise pas les maires qui sont allés chez Diomaye. J'ai dit bien, même ceux-là qui étaient ailleurs et rejoignaient la coalition, rejoignaient le Pastef, la loi est impersonnelle. Donc je pense qu'il faut moraliser. Si toutefois vous avez pris votre décision, après réflexion, vous avez pensé que naturellement ceux-là qui vous ont porté, vous n'avez plus besoin d'eux, il faut leur rendre leur mandat à travers la démission, comme ils n'ont pas la culture de démissionner. Mais quand il y a une loi, la loi va encadrer désormais ceux-là qui décident de quitter leur coalition pour n'importe quelle autre coalition, qu'ils soient au pouvoir ou à l'opposition. De facto, ils perdent leur mandat. Je dis bien, non seulement assainir, mais mettre la morale au centre. Sinon, ce serait pas sérieux, ce serait pas juste. Tant que nous mettons pas de morale dans l'espace public, tant que nous mettons pas de morale dans la politique, il y aura que de la prébande, c'est des trahisons qui vont commencer. À travers la plus petite trahison ou jusqu'à la haute trahison. Vous venez d'entendre la réaction de Sassoum Leye du parti Pastef les Patriotes dans la commune de Kolda.
Proposition de loi sur la déchéance des maires transhumants continue de susciter les débats. Si certains y voient un moyen de renforcer la discipline politique, d'autres appellent à davantage de prudence. Les précisions de Ibou Dramé, responsable national du mouvement MCE et membre du parti Kiraï à Kolda. La politique ne se fait pas par émotion et aussi surtout il ne faut pas qu'une entité majoritaire au niveau de l'Assemblée se croit permis de prendre des décisions qui concernent la destinée d'une localité ou bien d'un pays. En ce qui concerne le Sénégal, les maires sont élus au suffrage universel et en politique il y a des mouvements qui ne manquent jamais. Et il arrive parfois qu'un grand responsable qui soit dans le parti et que dans le parti. Donc je pense que ça ne doit pas poser de problème. Et ces tensions-là, on doit les faire et s'atteler autour de l'essentiel, c'est-à-dire le Sénégal a besoin aujourd'hui de stabilité et de paix. Et on a vu dans les différents discours du président de la République, et appel à cela, à ce que tout le monde s'unisse pour faire régner la paix, la stabilité, qu'on puisse travailler le pays. Ce qu'il faut, en faisant la lecture du champ politique au niveau national, et si on fait une rétrospection de ces 2 dernières années, on remarque une chose, c'est-à-dire il y a des partis politiques qui aspiraient et qui prônaient des comportements et autres, et qu'aujourd'hui on voit qu'ils sont plus dans la déstabilisation, dans les guéguins et dans le combat politique, politicien, quoi. Et pourtant, il y a des lois actuellement que les gens attendent de cette législature, qui sont pour moi urgentes. L'autre, il est pour les collectivités territoriales, qui sont là pour gouverner les destinées de leur commune. En première position de telles lois, on doit les mettre sur la place publique et permettre aux acteurs et aux Sénégalais de donner leur opinion, de discuter là-dessus. Pour ce que je trouve grave, c'est-à-dire quand la question est importante, il faut d'abord le mettre sur la place publique ou bien organiser des rencontres. Le Sénégal, actuellement, on a besoin de consensus, de discuter, d'échanger, de trouver des points sur lesquels on doit débattre. Et même si on va se battre, on va se tirailler, au final, tout le monde se dit que voici la meilleure solution. Et là, on l'introduit à l'Assemblée pour le voter comme loi. À l'école de la vie, tout s'apprend, tout s'enseigne. Votre rubrique Djangonochi Benen Anamou, apprendre ensemble autrement de ce samedi de Fatou Cissé. Une décision de justice doit en principe être exécutée. Votre rubrique Apprendre ensemble autrement s'intéresse donc ce samedi à cette question. La partie qui bénéficie de la décision de justice, c'est à elle d'aller donc exécuter cette décision-là. Si une partie au procès, une victime ou une partie demanderesse s'est fait allouer des dommages et intérêts, donc lorsque cette partie-là retire la décision au greffe, muni de la formule exécutoire, ce qu'on appelle la formule exécutoire, donc doit aller exécuter cette décision-là. Maître El Hadji Malik Diouf, avocat à la Cour, avec nous donc dans cette séquence consacrée à l'exécution d'une décision de justice. C'est l'huissier de justice qui va faire des diligences en posant des actes. D'abord, il doit signifier le jugement ou la décision donc à la partie qui fait l'objet d'une condamnation. Au cours d'un certain délai, l'huissier retourne voir cette partie-là dont signification a été faite de la décision, donc pour demander le paiement ou au cas contraire, l'huissier dresse ce qu'on appelle un procès verbal de saisie sur ses biens ou sur ses comptes bancaires, jusqu'à ce que la partie qui fait l'objet d'une condamnation paye volontairement ou à défaut de payer volontairement, il fait l'objet d'une exécution forcée. Soit le matériel qui a été saisi sur la base d'un procès verbal de saisie sera vendu et le produit sera restitué à la partie qui a été lésée ou la partie demanderesse, ou bien dans ce cas-là, si on ne retrouve rien comme matériel à saisir, si c'est dans le cadre d'un procès pénal, dans ce cas-là, l'huissier fait ce qu'on appelle un procès verbal de carence et donc on exécute la contrainte par corps. Ça, c'est dans le cadre du procès pénal, l'exécution d'une décision au pénal. Maintenant, s'il s'agit de l'exécution d'une décision au civil, dans ce cas-là, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement, après signification de la décision civile, le procès verbal donc de saisie. Si la saisie est revenue infructueuse, donc dans ce cas-là, on n'a pas autre voie pour procéder à l'exécution forcée. Voilà la différence. Mais au procès pénal, donc les dommages et intérêts, si la partie qui a été condamnée ne peut pas payer les dommages et intérêts, soit parce qu'on ne retrouve rien sur lui, lorsque l'huissier dresse le procès verbal de carence, dans ce cas-là, une requête aux fins de contrainte par corps peut être adressée au procureur de la République. Le gars qui a fait l'objet d'une condamnation au pénal, le ramener directement à la maison d'arrêt et de correction pour un délai maximum
de 2 ans. Voilà ce que l'on appelle la contrainte par corps. Donc c'est les parties qui ont le bénéfice d'une décision qui leur est favorable. Ce sont ces parties-là qui doivent passer à l'exécution de la décision relativement aux dommages et intérêts. Maintenant, s'il s'agit d'une exécution d'une amende, c'est à ce niveau-là l'étape, parce que l'amende doit être versée généralement au trésor. Donc c'est les services du parquet qui donnent la décision à exécuter à l'huissier pour que effectivement ce dernier puisse passer à l'exécution de cette décision-là. Et voilà que c'est ici que se referme votre rubrique Apprendre ensemble autrement. Chers frères et sœurs, Abu Darda, rahimahullah wa radiyallahu an, ce noble compagnon, disait une parole qui mérite plus que méditation et qui mérite plus que simplement être écrite avec de l'or. Il disait radiyallahu an, mais il faut méditer ces paroles. Il ne faut pas simplement les écouter et les prononcer, il faut les méditer. Normalement, on devrait prononcer chaque partie de ces paroles énoncées par Abu Darda et s'arrêter pendant 5 minutes et que chacun médite ces paroles. Il disait « Al-birru la yabla » La bonté ne s'use pas. Tu as fait du bien, tu as été bon, ne t'inquiète pas. Allah tabaraka wa ta'ala la yudi'u ajran muhsinin. N'oublie jamais cela. Certains disent « Oui, mais je fais le bien aux gens ». Là, qui ne me répondent que par le mal, ils ne sont pas reconnaissants. Mais auprès de ton Seigneur, Allah Ta'ala ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. C'est pas perdu. Toi, tu sèmes. Rappelle-toi de ça. Toi, tu sèmes. Ce qui t'est demandé, c'est de mettre les graines. Mais tu ne sais pas quand Allah Jalla wa Ala fera pousser, fera germer ces graines. Peut-être ça sera dans 100 ans, tu ne seras plus de ce monde. Mais par la cause de tes efforts, eh bien peut-être dans 100 ans, eh bien les fruits vont porter et les fruits seront là, mais c'est toi qui en es la cause. Toi, il t'est demandé juste de semer. Amma at-tawfiq min Allah. La réussite, elle est où? Elle vient d'Allah. Toi, est-ce que Dieu va te demander des comptes sur est-ce que tu as réussi ou pas? Ta mission, ton engagement, Allah Ta'ala, il va te demander des comptes sur le fait est-ce que tu as fait l'effort ou pas. Amma le résultat, c'est un combat Allah Azza wa Jal. Donc, sache que quand tu es bon et tu fais du bien, eh bien, ce n'est pas chose perdue. Il disait à Abu Darda, et certaines personnes attribuent ces paroles au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qu'a rapporté Abu Darda, c'est mawqoufan, et rapporté par l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Et certaines personnes, certains savants attribuent ces paroles au prophète alayhi salatu wassalam et disent que le hadith est daif, est faible. Lakin, ils sont tous unanimes, ajma' al-ulama, sur le fait que min haythu al-ma'na qawi. Du point de vue du sens, ce hadith-là que je vais vous citer, ces paroles-là, il n'y a aucun doute qu'il est authentique et que c'est à prendre en compte. Al-birru la yabla. Donc la bonté ne s'use pas. Wal-ithmu la yunsa. Le bien ne s'use pas, mais le mal ne s'oublie pas. N'oublie pas ça. Rendez-vous prochainement. Actualité internationale. Sur l'international, le Liban et l'Israël concluent à Rome le 7e cycle de négociations. Les discussions ont porté sur les questions militaires, juridiques et politique. Israéliens et Libanais discutent toujours à Rome, 3e et dernier jour des pourparlers de paix dans un climat tendu en raison d'une nouvelle série de frappes meurtrières de l'État hébreu, des négociations d'autant plus délicates que des organisations internationales de défense des droits humains ont rendu public aujourd'hui le résultat de leurs recherches sur les événements du 22 avril dernier, alors qu'un cessez-le-feu tout théorique vient d'entrer en vigueur quelques jours plus tôt dans la guerre entre Israël et le Hezbollah. 2 journalistes sont prises pour cible par l'armée israélienne au sud du Liban. Amal Khalil, journaliste bien connu au Liban du journal Al-Akhbar, considéré comme pro-Hezbollah, est tué. Sa collègue vidéaste est grièvement blessée. Faute d'enquête locale, des ONG, dont Amnesty International, ont mené leurs propres investigations. Elles considèrent que cette attaque était délibérée contre des journalistes et constitue un crime de guerre. Actualité internationale. La réserve naturelle d'Oman est un territoire protégé fait de récifs coralliens et de lieux de ponte, de tortues ou d'oiseaux, et il pourrait être souillé par une nappe de pétrole, une possible catastrophe écologique qui mobilise les ONG environnementales. Le pétrole proviendrait d'un navire échoué et soupçonné de faire partie de la flotte fantôme russe. Actualité internationale. Plus au sud, les rebelles houthis ont mené une attaque contre l'armée yéménite. Au moins 38 membres des forces gouvernementales seraient morts. Une attaque au missile, l'une des plus meurtrières de ces dernières années.
Pendant ce temps, en France, le parquet antiterroriste annonce l'ouverture d'une enquête après des menaces proférées par le FLNC. Ce groupuscule clandestin indépendantiste demande aux non-corses de ne pas venir sur l'île française, les menaçant de représailles dans le cas contraire. Actualité internationale. Le statut de la Corse pourrait être un enjeu de la présidentielle en France prévu au printemps prochain et tous les partis en lice convoitent par ailleurs le vote des jeunes. Tous se mettent en ordre de bataille. Actualité internationale. Et lors de la dernière élection présidentielle française, l'abstention chez les jeunes a été particulièrement forte. Actualité internationale. L'ancien chef de l'État béninois, Patrice Talon, a été élu aujourd'hui président du Sénat. Il va présider la seconde chambre parlementaire pendant 5 ans. Il devient président du Sénat 2 mois après son départ du pouvoir. Actualité internationale. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons avec cette rencontre de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Jiré Koli, qui a lancé une concertation nationale avec les fédérations sportives. C'était à Dakar. Chers membres du mouvement sportif, faire du sport un levier de développement économique et social n'est plus une option. C'est une impérieuse nécessité, dictée par les aspirations de nos peuples et les exigences du monde moderne. Pourtant, pour transformer cette vision en réalité tangible, nous devons faire face à un impératif catégorique, l'assainissement et la modernisation de notre cadre institutionnel et organisationnel, marqué par la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Je pense que nous ne pouvons pas ne pas en parler aujourd'hui. Vous avez un rôle important à y jouer, notamment dans la préparation des athlètes devant représenter le Sénégal, dans l'engagement de la jeunesse, mais aussi dans la gestion de l'héritage matériel et immatériel. À l'instant, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Jiré Koli. Parlons basket à présent avec les préparatifs des Jeux Olympiques et le tournoi préparatif qui se déroulera à Mexique. L'équipe nationale féminine du basket a fait César. Je pense qu'on a commencé au début de la semaine et là on est à notre 5e journée et on s'intègre. Je me suis bien intégrée parce que c'est ma 3e sélection, présélection et j'essaie d'être dans les 12 qui vont jouer au Mexique, Inch'Allah. On y va pour gagner, comme tout compétiteur, il y va pour gagner et je pense que nous sommes bien préparés et on ira là-bas pour gagner, Inch'Allah, pour se qualifier pour les Coupes du Monde. Je pense que c'est une bonne idée parce que la jeunesse, c'est eux qui vont être les derniers à avoir l'équipe en main et c'est bien d'être intégré là maintenant. Continuer d'être dans les 12, quoi, c'est ça qui nous amène ici. Parlons à présent de la lutte ficelée depuis plusieurs mois. Le combat Pakola Baldé Djinkere a été calé au mois de novembre 2026. Les 2 lutteurs pourront enfin en découdre avant de passer à autre chose. En France, la Ligue 2 démarre ce soir. Au programme, Nantes joue Red Star, Pau joue Annecy, Rodez joue à Laval, Sochaux joue Saint-Etienne, Clermont Foot joue Reims. Des matchs amicaux intéressants, il y en aura, PSG Man United, Cagliari Nice, Juventus Inter Milan, Chelsea AC Milan, France Vores Real Madrid. Portugal, on joue la première journée du championnat qui démarre ce soir. Martilimon joue Casapia, Victoria Guimarães joue Arouca, Amadores joue Sporting Portugal. Ça va être tout pour cette page sportive. Alfayda FM 90.1. C'est la fin de cette édition. Merci à Silhaj Libasmay qui a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Defatou Sissé. Était devant ce micro, Seri Moussakan. Vous aurez rendez-vous avec l'information à 13h. Je vous rappelle les principales informations. Gamou international de Medina Bay, à moins de 3 semaines du Mauloud, la mairie de Kaolack s'active pour un événement exceptionnel. Une mission de coordination a été conduite par le secrétaire général de la mairie que vous avez entendu dès le début de ce journal. Campagne agricole, le président de la coopérative de Latmengue se montre optimiste. Si la pluviométrie est favorable, nous enregistrons des récoltes records dans toutes les spéculations, nous dit Andel Kitane que vous avez entendu dans ce journal. Au Sénégal, le débat sur la transhumance politique s'invite à nouveau sur la scène politique à Kolda. Le PASTEF apporte son soutien
la proposition de loi, tandis que Kiraï plaide pour un examen approfondi du texte. Sur l'international, Liban et l'Israël concluent à Rome le 7e cycle de négociations. Les discussions portées sur les questions militaires, politiques et juridiques. La page sportive a mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.